Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Alors, je vais aujourd'hui aborder la troisième partie du cours sur les espaces de Hilbert. Alors, je vais insister sur les théorèmes, les propriétés. Et pour les démonstrations, elles sont toutes écrites. C'est pourquoi j'ai tardé beaucoup pour faire ce cours, parce que j'ai donné presque toutes les démonstrations concernant des théorèmes qui sont très importants que nous allons voir dans ce cours. Alors, si la séance s'allonge trop, je pourrais peut-être couper en deux, parce que une vidéo qui est trop longue est généralement moins suivie. En général, 20 minutes, ce serait vraiment très bien. 30 minutes à la rigueur. Donc, je commence ce cours, voilà. Alors, je rappelle la définition d'une base hilbertienne, si je ne l'ai pas donnée dans le cours précédent. Alors, une base hilbertienne dans un espace pré-hilbertien est une famille orthonormale totale. Bon, orthonormale, on a dit ce que c'est, et totale, c'est-à-dire c'est une famille. Si cette famille, par exemple, s'appelle S, ça veut dire l'espace engendré par S est dense dans E. Vous voyez qu'on donne la définition d'une base hilbertienne dans un espace pré-hilbertien, pas forcément un espace de Hilbert. Et vous savez la différence entre les deux. Un Hilbert, c'est un espace pré-hilbertien qui est complet. Un pré-hilbertien peut ne pas être complet. Alors voici un théorème très important qui caractérise les bases hilbertiennes. C'est-à-dire vous avez des équivalences pour reconnaître une base hilbertienne. Alors ceci est vrai dans n'importe quel espace pré-hilbertien. Et après, je vais rajouter une cinquième propriété, mais valable dans un espace de Hilbert. Alors, un espace de Hilbert, de pré-hilbertien, donc donné, si U est une famille orthonormale, ça c'est important. D'abord, il faut qu'elle soit orthonormale. Alors, c'est une base hilbertienne si tout X dans E peut s'écrire ainsi. Sigma, produit scalaire X avec EI, qui multiplie EI. Alors ça, c'est une sommation au sens des familles sommables. Et j'ai fait une séance pour cette notion qui, malheureusement, n'est pas toujours enseignée dans nos facultés. Et moi, je me rappelle que je l'ai faite même pour des étudiants du second semestre, voire du troisième ou du quatrième semestre. Et je la retrouve dans la licence pour donner cette notion de famille sommable. Donc cette écriture, c'est pas une somme d'une série, parce que là, c'est une famille indexée par I qui est un ensemble qui peut être quelconque. Donc voilà la propriété numéro 2. La propriété 2, c'est l'égalité de Bessel. Donc U est une base hilbertienne si et seulement si, pour tout X appartenant à E, la norme de X au carré est égale à la somme des modules des XEI en module au carré. Alors, E est un espace pré-hilbertien sur C ou bien sur R. Troisième propriété, le produit scalaire est redéfini, si on peut dire comme ça, grâce aux composantes XEI, c'est la composante de X sur la base EI, comme ça. Donc, vous voyez, alors si vous voulez l'écrire comme ça, ou bien l'écrire EI, produit scalaire avec Y. Voilà ces quatre propriétés. Alors, la démonstration, je la donne tout de suite et je vous laisse regarder la démonstration, évidemment. Je vais juste donner un commentaire pour vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé dans cette démonstration. Alors, ces quatre propriétés équivalentes sont équivalentes à une cinquième si E est un espace de Hilbert. Je répète, si E est un pré-hilbertien seulement, les quatre propriétés que vous voyez dans le premier cadran ici sont équivalentes. E, un espace pré-hilbertien.
Si E est en plus Hilbert, alors ces 4 sont équivalentes à la cinquième, qui veut dire U est orthonormale maximale, ce que nous avons défini dans le cours précédent, la deuxième partie sur le chapitre des espaces de Hilbert. Alors, orthonormale maximale, ça veut dire si une famille contient U et qui est orthonormale, alors forcément elle est égale à U. Bien. Alors, la démonstration, je ne vais pas insister trop sur la démonstration, mais je vais vous dire les grandes lignes. Par exemple, 2 implique I, c'est évident, parce que si vous avez X s'exprime comme ça veut dire que cette famille est sommable et sa somme c'est X. Donc on peut approcher X par une combinaison linéaire d'éléments finis, d'éléments de U à epsilon près. Regardez la définition de la sommabilité. Ensuite, pour montrer I implique 2I, alors pour démontrer I implique 2I, on utilise le théorème de la projection orthogonale. Donc la démonstration est claire, je vous laisse regarder les démonstrations et je vous demande toujours, si vous voulez bien comprendre les démonstrations, de les écrire. Vous regardez la démonstration, la réécrire pour bien la comprendre. Ensuite, vous avez 2i implique 4i, et là, évidemment, on utilise juste les définitions de la sommabilité et les propriétés de la linéarité et l'antilinéarité du produit scalaire. Je vous laisse regarder. Pour 4 implique 3i, elle est évidente. Alors, regardons pourquoi elle est évidente. En effet, si vous avez 4, vous mettez y égale x, et vous avez ici l'égalité de Parseval. Donc, c'est bien quelque chose d'évident. Alors, ce qui est moins évident, c'est 3 implique 2i, c'est la dernière implication. Et là, grâce aux propriétés des produits scalaires, linéarité à gauche, antilinéarité à droite, vous arrivez à trouver que cette quantité est égale à ça. Donc, la convergence de cette somme de cette famille et de cette famille-là, donc, elles sont liées, si vous voulez, pour rendre ceci inférieur à epsilon au carré. Alors, un J fini que vous trouvez, quel que soit K fini qui contient J, etc., ceci inférieur à epsilon au carré, parce qu'il y a un carré, vous pouvez utiliser le même J fini, et quel que soit K qui contient ce J, on va avoir la somme sur K inférieure au même epsilon au carré, parce que ça c'est les carrés, hein, attention. Donc, ici, donc, vous aurez inférieur à epsilon au carré, et là vous l'aurez inférieur à epsilon. Donc la convergence, elle est, si celle-ci, cette somme converge vers x, vous avez cette somme converge vers x au carré, et ainsi nous avons la conclusion pour cette implication. Alors, maintenant, nous abordons ce théorème numéro 2 qui nous dit que dans un espace de Hilbert, il existe une base hilbertienne. Alors, nous allons voir que la démonstration de ce théorème va être finalement faite en plusieurs étapes, en fait, à partir de certaines propositions, dont une que nous avons déjà vue dans le cours précédent, et surtout la deuxième proposition qui elle-même sera facilitée par le lemme de Zorn. Alors nous allons expliquer tout ça dans ce qui va suivre. La preuve du théorème repose sur le lemme de Zorn. Alors pour énoncer le lemme de Zorn, nous allons donner quelques définitions. D'abord, on se donne un espace ordonné, A muni d'une relation d'ordre, que je la note comme ça. C'est pas inférieur ou égal, parce que A c'est un ensemble quelconque, on ne sait pas de quoi il est fait, donc je la note comme ça. Alors, pour dire x entre guillemets inférieur à égal, on dirait x en relation avec y. Voilà.
Alors, on appelle chaîne dans A une partie de A qui vérifie, donc, quel que soit x, y appartenant à C, bon, disons x inférieur ou égal à y, mais ce n'est pas le sens que vous imaginez, par exemple, dans R ou dans C. Ou bien y inférieur ou égal à x. C'est-à-dire x en relation avec y ou bien y en relation avec x. Et l'ensemble A muni de cette relation d'ordre est dit inductif si toute chaîne C dans A, d'ensemble dans A qui vérifie ces propriétés-là, possède un majoron dans A. Voilà pour les définitions. Alors, le lemme de Zorn dit la chose suivante: tout ensemble inductif non vide admet au moins un élément maximal. Très bien. Alors maintenant, la proposition 1, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une proposition que nous avons vue dans le cours numéro 2 sur les espaces de Hilbert, la deuxième partie. Soit un espace de Hilbert, soulignez bien, Hilbert, et U une famille orthonormale, alors U est totale si et seulement si elle est maximale. Dans le sens suivant, toute famille V orthonormale qui contient U est égale à U. Ça, on l'a vu dans le cours précédent et on l'a, et le cours numéro 2 sur les Hilbert, et on l'a démontré. Maintenant, nous avons une autre démonstration. Soit un espace pré-hilbertien et une famille orthonormale, alors U est contenu dans une famille orthonormale maximale. Alors ça, c'est une nouvelle proposition, et sa démonstration repose sur le lemme de Zorn. Et après, on verra comment le théorème 2 est démontré. Alors, preuve de la proposition 2, où on va utiliser le lemme de Zorn. Donc, on va prendre A, cet ensemble A, et on va l'ordonner à l'ensemble de toutes les familles orthonormales contenant U. Alors, A est non vide, puisque U appartient à A. N'oubliez pas que le théorème, c'est quoi? On se donne une famille orthonormale et on veut démontrer qu'elle est contenue dans une famille orthonormale maximale. Donc, on l'a déjà eu. Par conséquent, l'ensemble A contient U. C'est une famille orthonormale qui contient elle-même. Et on va ordonner A par l'inclusion. C'est-à-dire, si vous avez U et V, donc U en relation avec V si V contient U. L'inclusion, tout simplement. C'est bien en relation d'ordre. Alors, je prends une chaîne dans A, c'est-à-dire un ensemble de parties de A. Alors, si je prends B égale l'union des CI, c'est une famille orthonormale qui majore A. C'est une qui contient et qui majore C, et non pas A. Je répète, si on pose B égale l'union des CI, I appartenant à I, alors c'est une famille orthonormale qui contient U. Elle contient U, manifestement parce que chaque CI contient U, et majore C, parce que C est inclus, quel que soit I, C est inclus dans B. Bon, il y a juste quelque chose, il faut montrer que B est bien un élément de A. Donc, c'est quoi les éléments de A? Les familles orthonormales qui contiennent U. Elle contient U. Pourquoi elle est orthonormale? Si je prends deux éléments distincts ici, est-ce qu'ils sont orthogonaux? D'accord? Alors, si je prends deux éléments distincts dans B, alors il y a deux possibilités. Ou bien ils sont dans le même CI,
Dans ce cas-là, ils sont orthogonaux parce que ça, c'est une chaîne de A, donc CI est elle-même une famille orthonormale, donc les deux éléments sont orthogonaux. Mais si X est dans CI et Y dans CJ, I et J différents. Alors, puisque c'est une chaîne, alors nous avons... Alors, regardons la définition d'une chaîne. Alors, donc, CI est en relation avec CJ, ou bien CJ est en relation avec CI. En relation, ici, dans notre démonstration, c'est inclus. Ou bien CI est inclus dans CJ, ou bien le contraire. Donc, X et Y sont à la fois dans CJ, ou bien ils sont à la fois dans CI. Et comme chacune est orthonormale, donc, ils seront orthogonaux. Pour la normalité, chacun est orthonormal, évidemment, puisque chaque élément d'un CI est de norme. Bien, donc c'est bien une famille orthonormale et qui contient U et qui majore tous les C puisque tous les CI puisque chaque CI est inclus dans cette sub B. Alors d'après le lemme de Zorn, A est inductif. Alors par conséquent, A est inductif et d'après le lemme de Zorn, il contient un élément maximal. Contient un élément maximal. Qu'est-ce que ça veut dire un élément maximal? Ça veut dire une famille orthonormale qui contient U, où on trouvera aucune famille qui la contient et qui soit orthonormale. Donc si on revient dans la proposition 1, cela veut dire que cette famille est une proposition 2. Cette famille est une base hilbertienne. Alors, soit E une famille orthonormale, alors E est totale, si et seulement toute famille, et si elle est maximale. Donc, notre famille U que nous avons trouvée, nous avons démontré qu'il existe une famille orthonormale maximale, donc elle est totale. Et on sait déjà qu'elle est orthonormale. Qu'est-ce que ça veut dire hilbertienne? Ça veut dire qu'elle est orthonormale et totale. Et donc, nous avons bien la démonstration du théorème 2 qui nous dit tout espace de Hilbert. La notion Hilbert est importante parce que sinon cette proposition ne marche pas. Donc, comment on a montré qu'il existe une famille, une base hilbertienne? Tout simplement, on trouve une famille orthonormale qui contient U et qui est maximale. Et ça, c'est vrai lorsqu'on a un Hilbert. Et grâce au lemme de Zorn, nous avons montré donc l'existence d'une famille orthonormale qui contient U et qui soit maximale. Et voilà, donc elle est totale après cette équivalation de proportion 1. Et donc, le lemme de Zorn, le théorème 2, le théorème 2 est montré, le théorème de 2 qui vous dit tout ensemble, non, pas ça, théorème 2, tout espace de Hilbert contient une base hilbertienne. Alors, pouvez-vous, évidemment, en espace non trivial, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a déjà une famille orthonormale dans un Hilbert? Vous prenez un élément non nul, vous le divisez par ça. Non, mais vous avez donc le singleton U, appelez-le grand U. C'est une famille orthonormale. Et puis, d'après ce que nous venons de faire, on peut donc trouver une famille maximale, orthonormale, qui contient ce singleton, et par conséquent, on a une base hilbertienne. Bon, continuons. Alors voilà un théorème très important aussi. Alors, dans un espace de Hilbert, deux bases hilbertiennes quelconques ont le même cardinal. C'est pourquoi parfois on peut parler de dimension hilbertienne, qui est le cardinal d'une base hilbertienne dans l'espace de Hilbert. Deux espaces de Hilbert, dans un espace de Hilbert, deux bases hilbertiennes quelconques ont le même cardinal. Alors je vous laisse regarder la démonstration. Elle repose sur la théorie des ensembles et du cardinal et puis sur un théorème que l'on appelle
théorème Cantor-Bernstein ou bien Schroeder-Bernstein ou bien les trois Cantor-Schroeder-Bernstein. Voilà le théorème. La démonstration du théorème, je vous laisse lire ça. J'ai trouvé cette démonstration. Elle ne court pas les pages. C'est rare où on trouve une démonstration pareille, mais je l'ai bien trouvée. D'ailleurs, dans deux sources différentes, j'ai essayé de combiner une façon très simple de la comprendre. Bien. Alors maintenant, je vais parler du procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Orthogonalisation. Comment rendre un système libre, le transformer en une famille orthogonale. Et quand on a une famille orthogonale, vous savez que l'on peut facilement la rendre orthonormale, disons la changer un petit peu, juste en divisant chaque vecteur par sa norme pour avoir une famille orthonormale. Donc soit AN, N appartenant à N, donc ça c'est dénombrable. Une suite de vecteurs linéairement indépendants. Cela veut dire que si vous prenez une famille finie de cette famille, une sous-famille finie, alors c'est un système libre, au sens que vous connaissez sur les espaces vectoriels. Toute combinaison linéaire de ce vecteur qui est nul implique que toutes les composantes qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nulles. Alors, pour démontrer ceci, on le démontre par récurrence. On va poser... Alors, lisons d'abord la proposition. Soit AN une famille de vecteurs linéairement indépendants. Pour chaque n appartenant à grand N, je définis Ln vectoriel de cette famille A0 jusqu'à AN. Donc, ça, Ln est un espace de dimension, combien de dimension petit n, puisque le système, la famille étant libre, ce système-là, de n éléments, je m'excuse, de dimension n plus 1. Ce système fini, qui a n plus 1 éléments, donc Ln est de dimension n plus 1. Alors, on va définir B0 égale A0. Et Bn plus 1, par une relation de récurrence, An plus 1 moins la projection orthogonale de Ln sur An plus 1. Ln étant de dimension finie, donc il est complet, et donc on peut parler de projection orthogonale. Alors, que dit cette proposition? La famille Bn est une suite orthogonale telle que et le Ln est engendré à la fois par la famille A0, A1 jusqu'à An et aussi par cette nouvelle famille B0, B1, B2, Bn. Donc, du coup, on obtient une famille libre qui est orthogonale. Et pour la génération, elle est génératrice des mêmes ensembles que génère la famille initiale AN. Alors, je vous donne la démonstration ici. Par récurrence, on fabrique cette suite, on la définit, on la construit plutôt par récurrence. Regardez la démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire de ce procédé? Très important. On va juste, tout simplement, démontrer qu'il y a une base hilbertienne séparable dans un espace pré-hilbertien. Alors, rappelons la définition de la séparabilité. Dans un espace métrique, on dit que X est séparable si on peut trouver D incluant grand X des dénombrables tels que D soit dense dans E, c'est-à-dire la fermeture de D égale à X. Alors, parmi les espaces séparables, évidemment, vous avez dû voir ça en topologie, les espaces LP des suites, les espaces LP de l'intégration sont séparables, mais il y a des ensembles qui ne sont pas séparables. L l'infini, l'espace des suites bornées, et puis l'espace L infini, l'espace d'intégration qui est l'équivalent en intégration,
ces espaces ne sont pas séparables. C'est-à-dire les classes, disons les fonctions bornées presque partout, ce qui fait définit des classes de fonctions dans cet espace. Il y a aussi les espaces C0, 0 et C0 qui sont séparables. C0, 0, c'est l'ensemble des suites ayant un nombre fini de termes non nuls. Et C0, c'est l'espace des suites qui convergent vers 0. Voilà pour la définition et des exemples. Alors le théorème 4 nous dit que tout espace pré-hilbertien séparable admet une base hilbertienne dénombrable. Alors ça c'est important. Séparabilité, base hilbertienne dénombrable. Pour un espace pré-hilbertien, tout à l'heure quand on a démontré qu'il existe dans un espace de Hilbert, quel que soit l'espace de Hilbert, nous avons démontré qu'il contient une base hilbertienne. Là, pour avoir une base hilbertienne dénombrable, il suffit que E soit pré-hilbertien séparable. Alors la démonstration repose sur le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Donc à partir de l'espace D, de D qui est la suite dense dans X, on construit la suite Bn par le procédé, on construit Bn, et puis par le procédé de Gram-Schmidt, on va diagonaliser cette nouvelle suite Bn et ainsi fabriquer une suite qui soit orthonormale et totale. La densité, à partir de la densité de D dans X, cette suite Cn qui sera orthonormalisée à partir de An sera elle-même dense et orthonormale en plus, ce qui fait une base hilbertienne. Alors maintenant, nous définissons l'équivalent de l'espace L2. L2, rappelez-vous, c'est l'espace des suites. L'indexation de Xn par grand N, donc une indexation dénombrable. Mais là, c'est l'indexation par un ensemble quelconque I. L2 de I, virgule K, K c'est le corps REC, donc c'est l'ensemble des familles telles que cette famille est sommable et sa somme est inférieure à plus l'infini. Comme pour L2 des suites, on définit. Ah, d'ailleurs, L2 des suites, c'est L2 à la place de I, vous mettez N, grand N. Et donc, vous avez L2 que l'on connaît. Ça, c'est l'espace avec une indexation sur I. Cet espace, on peut le munir d'un produit scalaire également, analogiquement comme on l'a fait pour L2 des suites. Ici, on va mettre I appartenant à I, à grand I, à la place de mettre N appartenant à N. Mais là, c'est une sommation au sens des familles sommables. Attention. Pour deux éléments de L2, voici le produit scalaire. Alors, on définit aussi les éléments EI, qui est la famille dont tous les termes sont nuls, sauf pour l'indice I, où elle vaut. Donc, c'est la famille EI, c'est la famille dont tous les termes sont nuls, sauf celui indexé par I qui vaut 1. Voilà la définition de cette famille EI appartenant à cet ensemble. Alors, dans ce théorème, une proposition, l'espace L2, ce qu'on a défini ici est bien un produit scalaire. Cet espace muni de ce produit scalaire est un espace de Hilbert. La famille B, ainsi définie, est une base hilbertienne. Et si I égale à n étoile, on retrouve l'espace L2 des suites que l'on connaît. Alors, je vais énoncer deux théorèmes et je finis mon cours ici. Ce sera peut-être un peu long, mais je ne peux pas couper en deux cette séance parce que sinon
La dernière séance sera trop courte. Donc, continuons. Théorème 5. Alors, qu'est-ce que je veux démontrer ici? Alors, si je prends un espace pré-hilbertien sur le corps K égale R ou C, on suppose que E admet une base hilbertienne que je note epsilon I. E quelconque, un espace pré-hilbertien sur R ou C. Admettons une base hilbertienne indexée par un ensemble I. Alors, si je définis l'application psi de E vers l'espace L de I de K, cet espace que j'ai défini avant, je n'ai pas démontré les propriétés. Et ça, c'est des choses que l'on peut démontrer en topologie qui ne sont pas très compliquées d'ailleurs. Alors cet espace est un espace de Hilbert, ce que je l'ai dit ici, est un espace de Hilbert. D'accord. Alors psi est une bijection linéaire isométrique de E sur un sous-espace vectoriel dense de L2 I. Sur un sous-espace dense, ici. Naturellement, si E est un pré-hilbertien, ne peut pas être isométrique à un espace de Hilbert, s'il est seulement pré-hilbertien. On va voir dans les détails dans la démonstration. Alors regardez, puisque epsilon est une base hilbertienne dans E, alors d'après l'inégalité de Bessel, regardez le théorème par lequel nous avons débuté cette séance, cette égalité est vraie. Ce qui veut dire, j'ai associé à X cette famille. Alors cette famille, le carré des modules est sommable. Donc c'est bien un élément de l'espace L de I, virgule, grand K. En effet, regardez la définition. Voilà, l'ensemble des familles qui sont de carrés sommables. Donc, le carré sommable, donc notre application psi est bien définie. Et étant clairement linéaire, elle est linéaire. Si vous mettez x plus y, la somme sera x epsilon i plus y epsilon i. Si vous mettez le lambda, aussi le lambda va sortir. Donc c'est bien linéaire. Alors elle est linéaire. Elle est bien définie. Elle est aussi isométrique. Parce que le carré x au carré, c'est aussi la norme de psi de x dans l'espace L2. Norme de x au carré, c'est la norme de psi de x au carré. On rappelle la définition de psi de x. Donc, norme de x au carré qui est égale à la somme des carrés de psi, et c'est la norme de psi de x dans cet espace. Donc, notre application, elle est isométrique, linéaire et bijective de E sur psi de E. Ça, j'en suis sûr. Elle est injective aussi parce que, puisqu'elle vérifie cette propriété, eh bien, elle est injective. Si ceci est nul, si psi de x est nul, sa norme est nulle, donc x est égal à 0. Donc, elle est injective. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est une isométrie linéaire de E sur psi de E. Maintenant, on remarque donc que psi de epsilon i est égal delta ij, j appartenant à i. Epsilon i, si qu'est-ce que vous lui associez? Epsilon i. Regardons. Epsilon, disons, epsilon i. Je peux écrire ici j pour ne pas... ou bien, alors, epsilon j, quelle est son image? Tout ça est nul parce que epsilon i et epsilon j sont orthogonaux. Donc, il y a seulement un élément qui est là. Donc, l'image de epsilon j, ce sera la famille dont tous les termes sont nuls, sauf celui indexé par j. Donc, quand je dis ici psi de epsilon i, c'est ei. Tous les termes de l'image sont nuls, sauf celui qui se trouve indexé par i. Et donc, nous avons bien ei. Ei que nous avons défini dans cet espace L de I de K. Et du coup, donc, cet ensemble B qui contient les éléments de la base hilbertienne de cet espace est inclus dans psi de E. Et comme ceci, c'est une base hilbertienne de l'espace L de I de K, alors nous aurons
vectoriel B avec la fermeture est égal à cet espace, mais comme B est inclus dans psi de E, et psi de E est un espace vectoriel, puisque c'est l'image par une application linéaire d'un espace pré-hilbertien qui est espace vectoriel, donc ceci va être inclus dans psi de E bar, qui est lui-même inclus dans L2 de I, virgule K. Pourquoi? Parce que psi de E est inclus dans l'espace L2 de I, K, et donc sa fermeture aussi. Alors du coup, nous trouvons que cette fermeture est égale à l'espace L2 IK, et donc psi de E est dans alors j'ai oublié d'écrire ici L2, j'ai oublié d'écrire L2 de I virgule K, l'espace que j'ai défini ici. Je me rappelle comment j'ai défini cet espace. Donc ce résultat très important, vous voyez, donc un espace pré-hilbertien est isométrique, un sous-espace dans cet espace. Alors nous allons donner un résultat encore très important dans le cas où l'espace est séparable. Alors si E est séparable, on utilise évidemment les propriétés que nous avons vues dans le théorème, ou plutôt dans le théorème 5. Si E est séparable, ou bien E est de dimension finie, dans ce cas-là, E est isomorphe à K puissance N, K c'est ROC, et la dimension N est égale à dimension E. Si E est de dimension infinie et non complet, alors E est isométrique à un sous-espace pré-hilbertien dense dans L2. C'est ce que nous avons vu dans la démonstration. Psi de E, sous-espace pré-hilbertien dense dans L2. L2 ici, c'est le L2 de I virgule K, mais ici, I c'est grand N, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est un espace de L2. Je répète, lorsque l'ensemble d'indexation c'est n étoiles, donc on retrouve l'espace L. Alors la troisième, on mérite une démonstration. Le troisième point. Bon, il reste juste à démontrer 3. Dans la preuve du théorème 5, psi est une application linéaire isométrique de E sur psi de E. Bon, je rappelle que L2, notre L2, c'est L2 de grand N, en fait N étoile, j'utilise toujours N étoile, N étoile. N étoile. Alors, si E est de Hilbert, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si Hilbert, il est isomorphe à L2. Bon, si E est de Hilbert, puisqu'on a une isométrie entre E et psi de E est aussi Hilbert. Donc, il est complet. Alors, il est complet, donc il est fermé. Et comme nous avons vu dans la démonstration précédente qu'il est dense dans l'espace L2, I virgule K, mais ici c'est L2 des suites. Alors, fermé, ça veut dire que, et dense, ça veut dire que psi de E est égal à L2. Ainsi donc, E est isomorphe et isométrique à L2. Résultat très important. Si E est un espace de Hilbert séparable de dimension infinie, il est isomorphe à L2. S'il est de dimension finie, il est isomorphe à K puissance N, avec N la dimension de E. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pour ce cours peut-être un peu long, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce cours, notamment cette classification, si on peut dire comme ça, de tous les espaces séparables, qu'est-ce qu'ils sont. Alors, ou bien isomorphes à K puissance N, ou bien isomorphe à un sous-espace de L2, isométrique même, ou bien il est isométrique carrément à l'espace L2. C'est pourquoi cet espace est très important. Tous les espaces de Hilbert de dimension infinie séparables sont isométriques à cet espace des suites L2. Merci de votre attention.